RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de l'émission Le Son des Bulles, la seule émission entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. Si je dis pas ça, on n'est pas bon. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, tous là autour de la table, en ce mois d'avril printanier. J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Tout va bien, il y a du soleil, c'est magnifique. Et bien, voilà. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu particulier qui nous titille depuis un moment. Celui de l'anthropomorphisme en bande dessinée. C'est quoi ça ? Ah bah c'est quoi ça ? On vous l'expliquera tout à l'heure. Eh ben voilà. Soyez pas trop patients. Bon. Avant ? Pas trop patient. Impatient. Ouais, qu'est-ce qu'on on peut se tromper, on a le droit plusieurs fois. Je crois Jean-Jacques, il avait le droit 3 fois. Mais j'ai le droit aussi, voilà, c'est ça. Ça fera partie du bêtisier. Avant, on va saluer nos chroniqueurs et chroniqueuses adorés qui accompagnent chaque émission. Non, je me réveille. Alors, on a donc Francine qui va nous parler d'Orient, ou plutôt des Orients. Bonjour Francine. Bonjour, ou plutôt des livres d'ailleurs, on en reparlera plus tard. Voilà. Bonjour à tous. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Françoise qui est venue avec son petit canard. Bonjour Françoise. Bonjour tout le monde. Pour sa deuxième venue dans l'émission, Noémie, accompagnée de son raton laveur, et je ne parle pas de David. Bonjour Noémie. bonjour à tous. C'est vrai qu'on pourrait confondre. C'est pas faux. Et enfin, voilà, David, qui comme Françoise, va nous présenter un canard assez célèbre. Mais ce ne sera pas Picsou ni Donald. Non. Suspense. Ça sera Howard. Oh, Howard. ça y est, c'est dit. Alors aujourd'hui, on a un invité. Alors, j'ai une petite charade pour vous. Notre invité est né en 1966 au Liban. Il est diplômé des Beaux-Arts de Perpignan et de Nancy et a suivi une formation de storyboard. Il a travaillé pour la TV, le cinéma d'animation, il a participé au film Le Magasin des Suicides de Patrice Lecomte, excusez du peu. Associé à Jean-Marc Matisse, il adapte le roman de Renard. Il passe d'Univers sombre avec Au Pays des Ombres aux albums jeunesse, Myrmidon avec Loïc Dauvilliers. Au thème plus politique, avec David Sévernet pour Une affaire d'État chez les éditions Soleil. N'oublions pas un album sur Mickey, une participation à Batman, etc., 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 etc. Je ne vous dis pas tout, mais vous en avez assez pour reconnaître notre invité qui est Thierry Martin. Bonjour. Alors, nous allons découvrir tout au long de cette émission Thierry et son œuvre avec tous mes collègues. Alors, moi, je vais commencer par une petite question banale. Thierry, comment es-tu venu à la BD, tout simplement ? Comment je suis venu à la BD ? En fait, c'est une passion depuis tout petit. Après, je suis passé par le dessin animé, mais avec toujours l'envie de faire de la BD. Et comme j'ai toujours dit, en fait, j'ai fait du dessin animé pour mieux faire la bande dessinée. Ouais. Donc voilà, maintenant, depuis quelques années, je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire la BD à plein temps. Ok. Alors, on peut aussi se questionner sur les auteurs qui t'ont inspiré. Alors, de ma génération, c'est un peu les mêmes, en fait. Ça va de Franquin à Mobius, en passant par Hergé, à Peyo surtout aussi, pour chacun. Et du côté américain, il y a aussi Will Eisner, Frank Miller, David Mazzucchelli. Donc voilà, c'est un peu cette gamme-là. Et beaucoup plus tard sont arrivés effectivement quelques auteurs du manga, comme Otomo ou j'ai plus le nom de Dragon Ball, il m'échappe celui-là. Dragon Ball. Parce que je suis comme toi, je suis pas de génération comics, enfin manga, donc c'est un peu compliqué. C'est plus Akira Toriyama, c'est ça. Dragon Ball. Non, Non, pas Dragon Ball. on fera une recherche. Voilà. Alors moi, j'ai quand même remarqué un truc qui m'a frappé, qui m'a énormément frappé. C'est que quand je mets ta signature
Alors, Où je c'est vais qu'elle est, la prendre, signature voilà, elle est là. On la voit en gros. C'est bien Et- la radio, ça. Ah oui, mais On est filmé. Ah vous, oui, vous on est regarderez filmé. sur la page Facebook et la signature d'un certain Möbius. Alors là, elle est toute petite. Il y a quand même une sacrée similitude, non? Pas plus que ça en vérité. Ah bon Il y a d'autres auteurs qui signent comme ça aussi. J'avais son nom, là je l'ai plus en tête. Ils entourent en fait leur nom, ils les mettent dans une case en fait. Ouais. Ça me reviendra dans la. Il y a Alex Sinker le fait aussi. Le fait aussi, souvent. d'accord. Il y en a plusieurs comme ça qui font Ouais. ça. Ouais. Et puis dans le dessin aussi, il y a des choses qu'on... Non, il y a un peu d'influence quand même, non? Il y en a. petit peu. Il y a de la pomme aussi. Ah. Oui, bien sûr. Oui. En fait, on est un peu des éponges. Donc, Ouais, on clairement. pioche un peu partout comme ça. Puis après, on essaye, nous, de se trouver. On essaye de se trouver dans tout cet univers, notre place, en fait. Oui. Mhm, mhm. Mais oui, pour chaque auteur, en fait, il y a toujours quelque chose où on essaye un peu de piocher, un peu d'envie, d'énergie, ou même des fois des codes graphiques aussi. Mhm. Mais Et comme tu disais aussi, des fois, tu as démarré donc, avec plutôt le franco-belge et après, tu es arrivé vers le comics et puis plus tardivement oui, tout vers le à fait, manga. ouais, tout à Et fait. donc, ça se sent dans ton, Tout à fait, ouais. dans ton Oui. trait, Oui, du oui. coup, hein, ça influence. Oui, complètement. Là, je sais que quand je suis dans ma zone de confort, en dessin, c'est plus effectivement le franco-belge. Et après, depuis quelque temps, notamment quand j'ai fait cet album, Le Dernier Souffle, c'était pour partir vers quelque chose où j'avais envie d'être dans une expression beaucoup plus énergique. Ouais. Et ce que j'avais pioché, ce que je voyais quand je lisais certains comics américains, en fait. D'accord. Et puis alors, j'ai remarqué aussi que tu avais une certaine passion pour les cow-boys. Alors d'où ça vient, ça? Je sais pas. En fait, je pense que c'est de notre génération aussi. Ça vient forcément du cinéma. Mhm. Nous, à l'époque, c'était Ah, je- plus les films de cow-boys que les films de chevaliers. Et après, après on essaye un peu là, pour certains de mes albums, notamment ce qui est en face de moi, La Famille, sur Jerry Alone, Ouais. c'est plus un modèle, en fait, de personnage de héros que je voulais représenter. Et je joue avec cette image-là, en fait. Mhm. Après, le genre du western, c'est un genre où, effectivement, je me suis lancé, moi, dans cet album-là, Le Dernier Souffle, que j'avais jamais trop fait, en fait, un petit peu avant. Il y a aussi cet amour de Lucky Luke aussi, on parlait tout à l'heure des références, il y a un peu de ça. Donc, c'est un mélange un peu de tout ça. Ouais. Après, c'est de le justifier par rapport à l'histoire que l'on veut raconter ou le concept, en fait, qu'on veut mettre en place. Mhm. Et donc, c'est plus un symbole, en fait. Alors moi, ce qui m'a passionné dans Jerry Alone, c'est vraiment ce décalage avec l'histoire actuelle et puis ce personnage cow-boy. Enfin, ça m'a fait énormément rire. C'était merci. vraiment. En fait, c'est un peu ma démarche de départ là-dessus, c'est mon rapport à la paternité. Mhm. Le jour où on devient papa, il nous arrive un truc auquel on s'attend absolument pas, enfin, qu'on n'a aucune conscience avant, et ce qu'on devient après, c'est en fait on devient un inquiet. Mhm. Et pour le reste de notre vie, en fait. Oui. Et je te mais- confirme, ça dure longtemps, très mais longtemps. voilà, on est le papa. Donc, quelque part, aux yeux de nos enfants, on a quand même tenir une certaine image, quoi. Mhm. Et donc, d'où cette image de cow-boy, du héros, Mhm. du mâle dit dominant, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. et en BD, on peut se permettre de jouer avec cette Ouais. image-là où on a des visuels qui peuvent amener en fait du gag. Mhm. Mais il y a bien aussi une référence derrière, il y a deux références derrière ce personnage-là. Il y en a une en bande dessinée qui est Calvin et Hobbes, Mhm. qui est dans le même univers, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise notre imaginaire pour quelque part se protéger aussi, ou pour Mhm. développer certaines idées. Et puis, il y en a une autre que j'ai vue, moi, qui est cinématographique, quand j'avais 14-15 ans, je crois, dans ces eaux-là, où à la télé, je découvre Le Magnifique, Mhm. avec Jean-Paul Belmondo. Et quand je découvre ce film-là, c'est de Broca, je crois. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ah, je ne sais pas. On le voit lui en tant qu'écrivain, enfin en Oui. tant Ouais. qu'auteur, et Ouais. il écrit donc des espèces de SAS là ou OSS, Ouais. et puis il transpose en fait sa réalité dans son univers. Ouais. Et moi, quand j'ai 14-15 ans, je vois ça, mais il y a un monde qui s'ouvre pour moi en fait. Ouais. Et Ah ouais. on peut mélanger des choses comme ça en fait. Et j'avais pas forcément conscience du travail que c'était de mettre en place de l'humour comme ça. Mhm. Et alors là, il y a des portes sont ouvertes en fait. Ouais, ouais. Et donc au travers de cet album-là, je joue un peu sur les deux, le côté effectivement Calvin et Hobbes et cet univers du magnifique,
où le gars, il est un peu schizophrène, en fait, hein, quand même. On peut dire ça. On peut dire. Ah non, mais va bien. c'est génial parce qu'on découvre vraiment toutes les influences, tout ce qui vient, tout ce qui nourrit l'auteur, quoi. Tout, enfin, le Dans tout mon travail, c'est quotidien, ça. Dans tout mon travail, c'est la ça, ouais. culture. C'est des influences ou des hommages, en fait. Ouais, C'est un peu ouais. un mélange des deux à chaque fois, sans arrêt. Je veux dire, moi, je suis là aujourd'hui parce qu'il y a eu ces auteurs avant moi qui m'ont permis peut-être de me protéger, de m'enfermer dans un univers ou de m'enrichir aussi. Et tu as toujours le temps d'être curieux comme ça, parce que là tu parles beaucoup du passé, des choses comme ça, parce que tu as toujours le temps d'être curieux de ce qui se fait de nouveau, Oui. Enfin, etc. j'essaye. Tu te tenir au Pas courant. tout, hein, Oui, bien sûr, bien sûr. mais j'essaie, oui, bien sûr. Ouais, d'être un peu. Mais je fais des plongées de temps en temps dans le passé. Ouais, Là, récemment, j'ai revu La Grande Vadrouille. et en fait, à l'âge où je l'ai aujourd'hui, je le regarde, forcément, je le regarde différemment. Et je regarde, je fais attention à toutes les mécaniques de scénario, de gag, à quel moment ça arrive, le temps et le tempo, enfin le rythme. Voilà, je regarde avec un autre œil. Mais puis ça marche toujours aussi bien, en fait, en vérité. C'est toutes des valeurs. Efficace. Ouais. Et justement, j'ai évoqué dans l'introduction ton travail dans l'animation. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consistait et puis ce que ça t'a apporté aussi ? Alors, mon travail dans l'animation, ça, c'est un peu particulier parce que quand je suis... Pour juste une petite histoire pour revenir en arrière, donc quand je sors des Beaux-Arts de Nancy, en fait, je suis rentré ici pour travailler et appréhender le concept. Donc effectivement, à Nancy, on a pu vraiment travailler là-dessus. Donc je suis sorti vraiment enrichi de ça. Mais après, il fallait trouver un boulot et on a plein d'espoir. Et puis il y a une réalité. À l'époque, c'était la guerre en Irak en plus. Donc on était comme les premiers métiers impactés, la culture et tout. Tout ça, en fait, c'était très compliqué. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a notre dossier, on va à Paris, puis on montre nos dessins à différentes boîtes. Et puis là, j'ai découvert qu'effectivement, eux, ils envoient plein. Oui. Et donc, à la vitesse où ils regardaient mon dossier, ça m'a perturbé. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, parce qu'il y a quand même des dessins où il y a du temps dessus. Et puis, en fait, eux, ils les regardent à une vitesse incroyable. Je me suis dit, bon. Et comme je n'avais pas une écriture graphique qui était identifiable au premier coup d'œil, parce que déjà, mon dessin partait dans plein de directions, je me suis dit, en fait, qu'à chaque fois que je sors d'un entretien, qu'est-ce qu'il leur reste en mémoire ? Sans doute rien, puisqu'en fait, il y a trop de choses. Ouais. Et donc, j'ai repensé mon dossier et j'ai fait une BD. Donc, une BD muette, qui avait 4 cases par planche. Et donc, je racontais une histoire où je voulais qu'en fait, la personne, en défilant les pages, à la vitesse où il est défilé, et quelque chose qui reste imprégné. Ouais. À la fin, quand il ferme, il dit « j'ai vu quelque chose », puis enfin voilà, il m'identifie en fait. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'avais déjà fait un premier storyboard. Oui. Ouais. Je connaissais le mot, mais je me dis, après, on fait quoi avec ça ? Et donc, c'est à l'occasion d'un entretien dans une agence de pub où, effectivement, la personne met le doigt dessus. Elle me dit, en fait, vous avez un dossier de storyboarder, et donc, allez là-dessus. Moi, je dis, bon, d'accord. Et de là, en fait, j'ai un ami qui venait de rentrer au Gobelin, à l'école d'animation à Paris, et lui me dit, écoute, cette école forme à ça. Donc, je fais, alors, il y a un concours, je me prépare à ce concours, je le passe, je suis admis. Et puis, en fait, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'animation. Donc, effectivement, après, il s'est trouvé que ma famille s'est agrandie. Du coup, la BD, on va mettre ça de côté parce que c'était assez compliqué financièrement, du coup, de réussir à faire vivre tout le monde. Ouais. Mais par contre, l'animation, en fait, on bosse pour la télé, on est intermittent, et donc, du coup, il y a un salaire qui rentre. Et quelque part, j'ai fait mes gammes en fait en faisant ça. C'est-à-dire que je travaillais sur plusieurs productions, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, j'apprenais pour mieux faire la bande dessinée. Ouais. Et donc, c'était uniquement que du storyboard en fait. Après, j'ai pu faire un peu d'animation quand je travaillais au Luxembourg, où je côtoyais effectivement les différents groupes, les différents métiers de l'animation. Donc, c'était très enrichissant pour ça aussi. Mais il y avait toujours cette notion où, en fait, quand on fait du storyboard, et ce qui est intéressant quand on le transpose dans la bande dessinée, c'est que quand on pense storyboard pour des enfants, on doit être le plus clair possible. Parce qu'un enfant, lui, va regarder un animé et des fois, il a un plan qui va durer 1 seconde. Et en 1 seconde, il faut qu'il ait compris la composition d'image de ce qu'il a vu. Et donc, du coup, ça, si on le retranspose dans la bande dessinée, on est en général très efficace dans ce qu'on veut raconter. Et en fait, on s'intéresse beaucoup plus à la narration qu'au dessin. D'accord. Et fondamentalement, c'est ce qui m'a d'abord, en priorité, toujours plus intéressé, quoi. Ok. Quand on parlait tout à l'heure des lectures de jeunesse, effectivement, je ramène toujours à Peyo, parce que Peyo, c'était mes lectures d'enfants. Les gens avec Pierre-Louis, puis après, éventuellement, effectivement, quelques Schtroumpfs. Mais les Tintins aussi. C'est des albums, en fait, que je lisais pas, mais que je regardais. Oui, c'est ça, Et un exercice, pour moi, qui était toujours intéressant, c'est qu'une bande dessinée, je dois l'ouvrir à n'importe quelle page et rentrer tout de suite dans l'histoire. Si narrativement, ça fonctionne, je pars. Et j'aurais peut-être envie de revoir le début. Mais en tout cas, il faut que les codes de lecture et de composition me disent...
Tu es sur un rail, tu vas au bout. C'est très Peut-être. intéressant, ça. Pardon, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'essence même de la BD, ça. La Pour ma part, oui. narration. Moi, je la pense d'abord comme ça, avant le dessin. Ouais. Le dessin, c'est le petit bonus à la fin. Ouais. C'est d'abord l'histoire qu'on va raconter, comment on va la raconter, et après, si on peut, c'est quel graphisme on va utiliser pour la raconter. Ok. Parce qu'effectivement, si on dessine, ce qu'il y a beaucoup dans les comics pour le coup, là, ce que j'ai appris en regardant certains comics, quand on fait un personnage énervé, si on a un trait qui est très franco-belge, bah, l'énervement ne sera pas ressenti pareil que s'il a un trait plus énergique, quoi. Mhm. Donc ça, c'est des codes graphiques qu'on essaye après d'utiliser pour venir appuyer un propos souvent en fait. Ok. Ouais, je veux dire, c'est juste, en fait, tu prends les BD finalement comme un bac à sable, quoi. Enfin, tu vas un peu piocher Oui, tout à fait. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu, ouais, d'accord. Ah ok, ouais. ouais, c'est vraiment quelque chose comme un jeu. Plus que comme un. Alors, tu as le plaisir de la lecture quand même, mais tu as de l'œil aussi du dessinateur qui vient percevoir des petites choses qui vont te donner l'envie, qui vont te donner. Quand on a ce combo-là, c'est super. C'est super. Ouais, ouais, ouais. Quand on a les deux là, oui, on est content. Mais après, effectivement, il y a des BD que je regarde pour le plaisir de les regarder, et Bien sûr. si l'histoire va peut-être moins m'intéresser, peut-être parce que je ne suis pas la cible aussi. Mais ce qui n'empêche pas effectivement de faire attention à ce genre de choses, sans avoir un discours de boomer en fait, hein, mais on le sent en fait, hein, quand on voit que certains auteurs se posent plus certaines questions que d'autres, Tu ça sens saute aux yeux en fait. Ouais, tu sens qu'ils ont mis un peu de sueur, quoi. Ouais, c'est ça, et ouais. puis en fait ils se posent des questions de narration en fait, hein. Il y avait un truc, là, pour en revenir au manga par exemple, moi quand je découvre à l'époque Akira, déjà enfin, je savais même pas qu'ils étaient plusieurs à dessiner en fait, hein. Je pensais que le mec il était seul. Donc je vois Akira, je suis on est mauvais. Parce que, tu avais un travail de fou dedans, j'en revenais pas en fait. Puis après j'ai appris effectivement qu'ils étaient plusieurs, ça m'a un peu rassuré. Mais en fait, pour parler de cet album au niveau du rythme, en fait, je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un bouquin en fait, il est tellement riche visuellement que le problème qu'on peut avoir en BD, c'est qu'à un moment donné, on s'arrête sur une page et du coup on va la contempler. Tu vois le débat spécialiste Et on va casser le rythme en fait de l'histoire. Et la difficulté, c'est ça, c'est d'essayer de faire en sorte que on reste dans le rythme de l'histoire et on tourne la page, quoi. Et après, on peut revenir après pour apprécier le dessin ou ce qui est représenté. Et quand je découvre Akira, en fait, je suis pris dans le rythme de lecture, alors que des fois, j'ai envie de m'arrêter, mais c'est fait que ça. C'est fait que ce lecture, il a le temps. Ouais, et l'année où il a été récompensé et qu'il était venu sur Angoulême, il y a eu une masterclass qu'on peut trouver sur YouTube. Ouais, j'ai vu Il l'expo. parle de ça à un moment donné. Il parle juste de ça. Là, j'étais là. Voilà, j'en ai un. Qui en fait se posait cette question-là, en fait, de ne pas être bloqué par le dessin, mais c'est la narration qui l'importe en premier, le rythme. Tout à fait. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans le manga d'ailleurs. Hein. Oui, C'est vrai que le manga, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ouais. Mais en même temps, chez certains aussi auteurs franco-belges, hein, Oui. mais pas systématiquement, en tout cas, en tout cas pas pour moi. Tu vois l'augmentation du nombre de pages, pour des histoires. Ça dépend de l'histoire, bien entendu, mais est-ce que les autres, les éditeurs ont envie que les auteurs puissent se faire plaisir en narrant plus longtemps, mais sur 100 pages, 150. Est-ce que tu vois un changement dans le monde de l'éditeur par rapport à ça? Ça fait déjà quelque temps que ça a un peu bougé là-dessus, ouais, effectivement. On est plus sur du 44 pages, on est sur des choses plus grosses, en fait. Ça dépend. Ouais, il y a les deux, en fait. Hein. Aujourd'hui, effectivement, le phénomène d'album en cycle se fait de moins en moins. Donc, on est parti sur une plus grosse pagination, c'est vrai. Les diptyques. Mais c'est un autre exercice. Là, par exemple, quand moi je travaillais sur Jerry Alone, j'étais confronté à l'exercice du gag en une page. Donc là, on est dans une autre narration. On a un autre rapport à l'image, à la planche complète. C'est-à-dire que notre regard ne peut pas s'empêcher de regarder la dernière case. Donc la dernière case étant la chute, et il faut l'empêcher de voir tout de suite la chute. Donc on commence à écrire notre histoire pour que quand la chute arrive, il soit un peu surpris. D'accord. Donc c'est intéressant, c'est une vraie sueur. Franquin, lui, il lui maîtrisait vachement bien, avec la gaffe notamment. Mais disons qu'à chaque fois que j'ai abordé, moi, effectivement, un album j'essaie effectivement de me dire, bon, on a combien de pages? Si j'ai que ça, je vais me débrouiller avec ça et je dois faire en sorte que ça rentre là-dedans. Tout en essayant des fois de vouloir mettre plus de subtilité, plus d'émotion. Effectivement, quand on a plus de pagination, on peut se permettre ça. Ce que j'ai pu faire, par exemple, avec Au Pays des Ombres, là, pour le coup. Là, pour le coup, effectivement, ça c'est très intéressant comme exemple. Ouais. Parce que quand on a cherché à présenter ce projet avec Jean-Marc, lui, étant dessinateur, il m'avait fait un storyboard dessiné déjà. Donc, mais qui rentrait dans 46 pages. Et quand on l'a proposé aux éditeurs, eux ont vu son storyboard à lui, donc du coup ça les a un petit peu freinés parce qu'ils voyaient son dessin. Mais par contre, quand l'éditeur là nous a proposé cette histoire, a aimé l'histoire et voulait l'éditer, il a dit on a un seul défaut, c'est qu'en fait elle ne peut rentrer que dans la collection, mais ça doit faire 80 pages. Ouais. Moi je dis c'est pas un problème.
Jean-Marc, tu n'écris rien, moi, je vais développer. Et j'ai pu, du coup, effectivement, amener des scènes, jouer sur des silences. Ouais. Donc, je coupe le son, comme ça, j'arrête un petit peu, ça donne une attention. Donc, en BD, je joue avec, c'est beaucoup. Quoi. Et voilà, donc le fait d'avoir une pagination des fois plus longue permet de jouer sur des silences, parce que des fois, quand on dit rien, ça raconte aussi quelque chose. Oui. Comme musique, pareil. Donc, Moi, voilà. j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu Oui. justement, Ah bah, sur justement, Dernier voilà. Souffle, parce que C'est plus sur sa genèse l'actualité. aussi, parce que si nous on sait effectivement comment il a été conçu, que vous développiez un petit peu ça et puis voir aussi un peu justement les rapports avec le cinéma. Alors, Dernier Souffle, c'est particulier comme exercice. En fait, je voulais pas en faire un livre déjà au départ. C'était juste un exutoire de dessin. J'avais juste envie effectivement de sortir de ma zone de confort, comme j'aime bien dire, comme si je suis dans une zone de confort, mais bon, me mettre en danger. J'adorais dire ça. On se met vachement en danger, quoi. Mais voilà, d'un dessin très franco-belge où j'essaye un peu de travailler la plume et de maîtriser mon trait dans un très plus lâché. Donc quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais en fait, on se met beaucoup de barrières et on n'ose jamais aller savoir pourquoi. Et là, à l'occasion de mon inscription où je me mets sur Instagram, je me dis, bon, ça va me faire quoi comme différence avec sur Facebook ou un blog? Donc, je me dis peut-être que je vais m'en servir autrement. Et puis, il y a l'idée de me dire, bon, si je pars sur le principe de publier un dessin par jour, je vais essayer de m'y tenir. Et puis, je vais essayer de raconter quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et je ne sais pas où ça va m'amener. Et donc, au départ, j'ai commencé à faire une dizaine de dessins pour savoir déjà s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avant de publier. Et puis je me suis dit, bon, allez, on y va. Et puis effectivement, j'ai commencé à mettre un dessin par jour, mais j'aime bien travailler avec des contraintes. Et donc, je m'en suis fixé quelques-unes. Donc, c'est en noir et blanc, que je devais publier le dessin tous les matins entre 9h-5 et 9h05. C'est précis, J'ai hein. vu ça, oui. C'est précis, hein. Parce que je me connais, si je me dis, je mets ça dans la journée, il est 5h du soir, je suis, allez hop, je le ferai demain. Bon, voilà. Et puis finalement, on lâche pas le truc. Donc, Vieux réflexe. je m'impose cette règle-là. Et la dernière, étant, ça allait être muet. Puisque comme je ne parle pas anglais et que je ne me vois pas traduire à chaque fois un dialogue que je dois mettre, je me dis on va faire simple. Et puis on revient toujours à cette idée de narration. J'ai grandi aussi avec quelques films muets et que j'adore, et donc c'est un vrai exercice technique. Donc je me dis ça va être muet, donc toujours à la même heure, et puis c'est parti. Donc, et à partir de là, il y a des choses qui sont arrivées sans que je les pense, et qui ont joué sur l'histoire que je recommence à raconter. Alors au départ, j'ai jamais aussi bien dormi qu'à ce moment-là. Donc, à chaque fois que je me couchais, je pensais au dessin que j'allais faire pour le surlendemain. En général, je faisais ma journée et à 5h du soir, je m'arrêtais et je préparais le dessin pour le poster le lendemain. Donc j'avais en général une journée d'avance. Et puis il arrivait des fois qu'à 7h du matin, j'avais rien. Aïe. Donc j'avais plus que 2 heures pour faire quelque chose. Ça m'est arrivé à 9h-5 de cliquer sur la souris pour dire c'est posté. Et puis aussi, des fois, c'était en fonction de l'énergie que j'avais, parce que je me suis rendu compte qu'au départ, c'est marrant comme exercice, mais au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Parce que c'était tous les jours, jour férié, dimanche. Tous les jours. Et au bout d'un moment, je levais le pied le week-end. mais de mon énergie allait aussi influer l'histoire. C'est-à-dire que des fois, j'avais envie de dessiner une grosse cavalcade avec des chevaux et tout. Puis je me suis dit, écoute, on va faire un gros plan là. Mais ce que j'ai pu apprendre en travaillant dans le storyboard, dans l'animation, il y a des règles à savoir un petit peu, à moins que ça soit conceptuellement intelligent et que ça amené. On va pas faire 3 gros plans d'affilée, par exemple, pour jouer sur un certain rythme. Et le seul truc, le petit détail, moi, que j'avais pas pensé, c'est que comme je publiais le dessin 1 par jour et que si un jour ça devait venir un livre, ce qui était au départ qui n'était pas question, c'est que c'est la personne qui va feuilleter, au début, on voit un gars qui marche dans la neige, et il y avait 10 dessins où il marchait dans la neige. Donc ça va faire 10 jours où il marche dans la neige. Donc je me suis dit, bon, ça fait un peu long quand même. Et donc je me suis dit, tous les 2-3 jours, il faut qu'il se passe quelque chose. Comme dans les dernières cases des planches GRG, il y a toujours une espèce de rebondissement pour nous amener à tourner la page. Donc là, il fallait que tous les 2-3 jours, il se passe un événement pour qu'on se dise vite, demain. Pour le rythme. Voilà. Et très rapidement, je me suis dit, je vais me retrouver dans la peau d'un feuilletoniste, quoi. Et là où c'était effectivement, ça a débloqué beaucoup de choses. Pour moi, effectivement, on me le présente comme un livre charnière, et c'est vrai. Il y a j'ai perdu le fil de ce que je veux dire.
Ah, ça reviendra, c'est pas grave. Quand on arrive en bas de la page, ça doit pouvoir. Et donc, Francine, tu nous as dit que... Oui, j'ai vu, puisque nous allons à Amiens, Voilà. Anne-Marie aussi. Oui. Donc j'ai vu en regardant le programme qu'il y avait une exposition justement qui s'intitule exactement Bande dessinée, cinéma, 2 arts en dialogue. Oui, Et que tu participes à cette exposition pour l'un des points, parce que ça va se décliner en 4 points, 4 axes. Hein. La bande dessinée parle du cinéma, la bande dessinée dialogue avec le cinéma parle de la bande dessinée et parole de scénariste. Alors, toi, on va te retrouver sur le 2e point avec Jean-Claude Götting, qui lui a publié version originale sous-titrée français aux éditions Virage Graphique en octobre, si je me souviens bien, 2022, qui est également un livre entièrement noir et blanc, entièrement muet et tout. Et donc, j'aimerais savoir, donc, tu participes à cette exposition, quelle va être la version déjà qui va être exposée? Est-ce que tes planches, est-ce que c'est celle-ci ou celle de la 2e version, hein, avec la colorisation en bicro? Voilà, déjà. Alors, en fait, il y aura quelques originaux qui vont être présentés. Et puis, ce sera normal. Enfin, je sais pas, je pense que c'est la version micro, en fait. Micro. La version micro. En fait, dans la version... donc, voilà ce que ça m'est revenu. Donc, rapidement, des éditeurs voulaient en faire un livre. Et moi, j'ai eu ce luxe de leur dire non. J'ai dit non. Je ne sais pas où je vais avec et je ne vais surtout pas le savoir, en fait. Et donc, moi, pour l'instant, je m'amuse. Et comme je disais, je pensais vouloir sortir de ma zone de confort. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais, en fait, dans ma zone de confort. Au départ, autant je pensais à la case du lendemain qu'au bout d'un certain temps, j'ai commencé, en fait, en séquence. Donc, j'avais une séquence de 15-20 dessins. Donc, je me dis, bon, je suis tranquille pendant 15-20 jours. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce qui va se passer après. Et puis après, j'avançais comme ça, en fait. Et il y a un truc à un moment donné qui s'est passé dans le bouquin où il y a j'installe un personnage. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où il va. Mais à un moment donné, je dis, bon, c'est quand même intéressant d'expliquer au lecteur qui est ce type, en fait. Surtout pour savoir, en fait, ce qu'il va faire après ou comment il fait pour arriver à régler certains problèmes si on ne sait pas qui c'est. Donc, je me dis, il faut que je lui trouve, en fait, un passé. Et donc, en muet, la seule solution que j'ai, c'est le flashback. Donc, j'imagine une séquence en flashback. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à basculer dans la réflexion de ce projet en me disant, là, je pense en séquence et plus en simple dessins qui se suivent. Quoi. Et voilà. Ok. D'accord. Et la version, version micro qui arrivait après, qui ne devait pas forcément exister, en fait. Hein. C'est un éditeur qui me demandait si j'avais un autre projet similaire. Et donc, moi, je me dis oui, peut-être, il y a un truc qui marine. Et là, il m'a proposé d'abord de sortir la version en micro, en couleur de celle-ci. Donc, moi, j'étais un peu stupéfait. Je fais, super. Parce qu'en même temps, l'édition-là, moi, je la trouve super. Mais le seul tout petit défaut, c'est qu'en fait, elle est confidentielle. C'est-à-dire que c'est un éditeur qui n'a pas de diffuseur. Donc, on peut ne la trouver que si on connaît ou si on est en festival avec. Donc, moi, j'étais content que l'objet existe, mais je me rendais compte qu'effectivement, quand on me demandait où on le trouvait, à Nancy, effectivement, la librairie La Portaise a fait de super trucs autour de son bouquin, mais ce n'était pas forcément le cas un peu partout. Donc, moi, j'ai vu diffusion quand l'autre détient un rosé. Et donc là, je l'ai pensé en couleur, pour le coup. Et au départ, il y avait une version un peu plus colorisée. Et en fait, très, très rapidement, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup trop de couleurs, que le noir et blanc était très efficace, ça marchait très bien. Donc, on va rester très simple. On va penser sérigraphie, une couleur. Et j'aime beaucoup aussi cette version-là parce qu'elle amène plus de la lumière. Il y a la lumière qui est beaucoup plus présente. Et en même temps, un personnage plus sombre. Plus sombre aussi, oui, c'est vrai. Et j'en ai profité pour rajouter aussi quelques pages. Parce que je me suis dit, alors, dernière très petite... court, hein. Très court, très court. Non, mais c'était très bien, c'est passionnant. Simplement par rapport au jeu interactif qu'il va y avoir, alors. Alors, c'est en train de se mettre en place parce qu'il y a eu, j'ai eu l'occasion une fois en intervention scolaire d'amener les chromalins. Les chromalins, c'est les tirages qu'on présente à l'imprimeur pour qu'il soit le plus fidèle possible des originaux. Et j'en avais une 50aine de chromalins que l'éditeur m'a donné qui partaient dans plein de directions différentes. Et j'ai joué avec les enfants, donc c'était des 4e. Et ils en avaient 10 chacun au hasard. Et avec ces 10, ils se sont amusés chacun à essayer de raconter une histoire. Et l'équipe qui arrivait à aligner les 10 cases d'affilée et raconter quelque chose, bon, ils ne gagnaient rien, mais en tout cas... Et donc, ils se sont rendus compte qu'en inversant certaines cases à cet endroit, on racontait autre chose. En fait. Et c'est un peu là-dessus qu'on va essayer de travailler là-bas. Et il y aura aussi un concert dessiné aussi. Super. Donc, rendez-vous à Amiens. Bien. Cool. Eh ben, c'était passionnant tout ça. C'était passionnant. Merci. Le son des bulles sur RCN.
Avant de passer à la thématique, Oui. l'anthropomorphisme, Oui. Francis va nous dire quelques mots sur un salon qui se tient ce week-end Oui, donc c'est À Nancy. Livre d'ailleurs. à Nancy. À Nancy, Livre d'ailleurs, qui se tient ce week-end, les vendredis 7, samedi 8 et dimanche 9, au Palais du Gouvernement. Donc c'est la 2e édition. L'an dernier, c'était consacré à l'Afrique. Cette fois-ci, c'est consacré à l'Orient. Donc il y aura 4 auteurs BD, enfin 3 auteurs BD réellement et un illustrateur qui seront là. Alors évidemment, il n'y a pas que des auteurs BD, il y a des romanciers, il y a des poètes, etc. Donc tout se passe au Palais du Gouvernement. J'y arriverai. En période de C'est manifestation. intéressant. Voilà, alors au Palais du Gouvernement. Donc les rencontres avec les auteurs, il y aura aussi des dédicaces, bien sûr. Donc les 4 auteurs qui viennent seront en rencontre et en dédicace. Alors il y a déjà une femme qui s'appelle, que je la retrouve, Nouri Fakouri, donc qui elle sera en rencontre le vendredi de 14h à 15h sur le thème écrire édité pour la jeunesse en contexte autoritaire. À savoir qu'elle est surtout, elle est née au Liban, elle est libanaise, elle vit en France actuellement. Elle a fondé en 2017 un collectif de bande dessinée alternative et elle produit surtout des autofictions intimistes et engagées sur le corps, les violences et la marginalisation. Elle vient de sortir justement en 2022 son premier fanzine, Titis, sur la sexualité d'une femme affectée par les événements sociaux et politiques. Donc voilà pour Nour Fakouri. Le vendredi après-midi également, alors on aura Kurde, Penser la pluralité. Donc là, on aura Sari Afani, Liban, professeur de sociologie. On aura aussi Prajwal Parajuli, qui vient pour des nouvelles, et surtout donc au niveau BD, c'est Mana Neyestani, dessinateur et illustrateur iranien, né en Téhéran et exilé en France, alors qui vient de justement publier un roman graphique que je trouve absolument fantastique, qui est Les oiseaux de papier. C'est très beau, oui. C'est très beau. C'est magnifique. Bon, c'est sa première, en plus de ça, c'est sa première fiction, mais c'est un narrateur né. Il a vraiment le sens de la narration. Ça raconte l'histoire des porteurs à la frontière irakienne, Iran, des porteurs justement qui travaillent pour la mafia, qui transportent donc avec tous les risques, évidemment des gens très très pauvres, les villageois très pauvres, avec tous les risques que ça comprend, c'est-à-dire les mines antipersonnelles, les gardes-barrières, et puis les conditions aussi extrêmes, puisque c'est dans des montagnes escarpées et souvent dans la neige. Donc là, on va suivre justement une expédition. Et parallèlement à ça, on a aussi une histoire d'amour, parce qu'on va suivre une jeune fille justement qui attend que son amoureux qui est parti revienne. Et on la voit, c'est un peu une sorte de Pénélope, puisqu'on la voit tisser un tapis. On voit d'ailleurs, c'est pratiquement la seule touche de couleur. On voit le tapis qui se construit au fur et à mesure. Alors évidemment, histoire dramatique, je n'en dirai pas plus, mais alors franchement, donc il sera en rencontre à ce moment-là. Donc, à savoir que justement, lui a fui donc l'Iran. Bon, c'était un auteur de BD, illustrateur et tout, et il a fui l'Iran parce que, suite à un dessin qu'il avait fait, pourtant pour la littérature jeunesse, il y a eu toute une polémique. Il s'est retrouvé emprisonné, etc. Il a réussi à fuir et s'exiler également en France. Donc je conseille à tout le monde. Alors, lisez-le, allez rencontrer Nama Neyestani, donc le vendredi après-midi de 15h30 à 17h. Le samedi après-midi de 16h à 17h. Alors on a Par-delà les murs. Alors ça c'est autre chose, c'est pas de la BD, c'est un illustrateur. Donc lui est que je retrouve, que je ne me trompe pas à force. Syrien, voilà, syrien. Lui est syrien, donc il a été emprisonné. Il était professeur de dessin, dessinateur en Syrie. Il a été emprisonné suite à un de ses dessins, emprisonné à Damas, torturé, etc. Il a réussi à s'enfuir et il est également réfugié en France actuellement. Et donc il a
il y a un livre qui est sorti, Tous témoins aux éditions Actes Sud en 2019. Tous témoins, ça réunit ces dessins de prison. Et justement, en résonance avec l'émotion suscitée par ces dessins, on a des textes d'une vingtaine d'auteurs, dont Laurent Godet, Nancy Houston, Daniel Pénac, etc. Donc voilà pour le samedi. Et le dimanche, alors autre auteur, on va passer à notre quatrième auteur de BD. Alors lui, c'est Taha Siddiqui. Taha Siddiqui, pakistanais, exilé également en France, qui en 2018, s'est retrouvé pourchassé et donc qui a fui son pays dans des conditions bien particulières, qui ensuite a réussi à passer en France. Il raconte tout ça un petit peu dans la BD, ça commence là, quand il se fait pourchasser, il raconte tout ça. Donc lui, journaliste, au départ un journaliste dissident, il raconte tout ça dans la BD, son enfance, son adolescence entre le Pakistan et puis l'Arabie Saoudite. Et en France, donc, il arrive en France en 2018 et il a créé en 2020 le Dissident Club, qui est un bar, salon de rencontre à Paris, justement pour accueillir tous les dissidents, etc. Et aussi, il a aussi créé des organisations pour la presse, pour les journalistes censurés. Voilà, donc c'est un programme très très riche. J'ai fait ça le plus vite que je pouvais. Donc surtout, lisez, allez voir le programme, allez voir aussi les poètes, parce qu'il n'y a pas que la BD et tout. Et puis, rendez-vous donc les vendredis 7, et puis, samedi 8 c'est ça, et dimanche 9. Et allez voir la page Facebook Le Son des Bulles, parce qu'il y a l'interview de la directrice du salon. Voilà. Kenza. Voilà. Ok. Bon, alors, revenons à notre thème. Olivier. Oui, l'anthropomorphisme. Oui. Alors, revenons à nos moutons. L'anthropomorphisme. Alors, je vais faire court parce que il faut que nos chroniqueurs ils puissent parler. Nos chroniqueuses. Elles sont impatientes de parler. Donc, qu'est-ce que c'est l'anthropomorphisme ? Si on en croit le petit Robert, il m'arrive à peu près là, c'est la tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. On est bien d'accord avec ça. Alors, c'est un peu comme moi, quand je croise Coco, ma chienne. Il fallait que je la place. Je trouve qu'elle est triste quand elle voit le chat sortir. Je lui transfère un sentiment humain. Bon, c'est ça avec tout ce qui nous entoure, les végétaux, les minéraux, les animateurs radio, les objets, etc. Et vous avez vu, je l'ai placé, personne n'a réagi. Bref, pourquoi avons-nous donc cette tendance à trouver de l'humain dans tout ce qui nous entoure ? Alors, ça date pas d'hier, bien sûr, parce que déjà, dans l'Antiquité, les divinités égyptiennes, il y a les hommes à tête de faucon, les dieux à tête de faucon, d'ibis, de crocodile, etc. Au Moyen-Âge, il y a quelque chose que vous connaissez bien, le roman de Renard, Thierry, parce que vous avez dessiné des choses là-dessus, les fables de La Fontaine, etc. Puis tout l'univers Disney composé de canards, de chiens, de vaches, etc. Et de petites souris. Alors, soulignons aussi que l'anthropomorphisme a plusieurs dimensions. Ça peut être soit les animaux qui se tiennent comme des hommes, avec des habits, qui parlent, etc. Comme on l'a dans Canardo, par exemple. Laxade, pareil, et d'autres. Ça peut être aussi des animaux qui se comportent comme des animaux, mais qui parlent, comme le Château des animaux, de Xavier d'Horizon ou Félix Delep. Et ça peut être aussi des humains qui prennent l'apparence d'animaux pour mieux accomplir leur mission, ou mieux s'accomplir, comme Batman, l'homme chauve-souris, ou Spider-Man, l'homme araignée. Voilà. Première langue en anglais. Alors, mais du coup, pourquoi faire cet anthropomorphisme ? Je vous propose quelques petites raisons, puis vous me dites si vous êtes d'accord. Déjà, un personnage peut être plus facilement identifiable et son caractère interprétable s'il est représenté par un animal. C'est-à-dire que si on met un renard, c'est quelqu'un de rusé. Si on met un loup, c'est quelqu'un de fort. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui, on a déjà des... Voilà. Le loup, il est bête dans le roman de Renard. On peut décaler quand même. L'anthropomorphisme permet de créer aussi un décalage, justement, et de s'exprimer plus librement, comme dans les fables de La Fontaine qui dénoncent certaines personnes par le biais des animaux, comme ça, hop, c'est eux qui disent, et c'est pas moi, ou George Orwell en 1945 dans La ferme des animaux qui critique le régime soviétique. Utiliser les animaux dans le récit, c'est notamment l'histoire de la jeunesse, et aussi mettre une distance pour édulcorer un peu les choses qui sont graves. Si un personnage meurt, c'est mieux que ce soit
Ah non, c'est pas mieux en fait. Hein. C'est pas mieux. Non, non. Et c'est se positionner un regard extérieur sur la société, les comportements humains comme Snoopy, le chat. Voilà, c'est toujours très drôle et très caustique. Voilà. Et puis, si surtout j'allais oublier, c'est symboliser une sorte de déshumanisation de la société, comme l'a fait Calvo en 1944 et bien sûr Art Spiegelman en 1986 avec Maus. Là, c'est histoire, voilà. Ça, c'est tellement horrible ce qui se passe que ça ne peut pas être des hommes. Eh bien, si. Alors, je ne vous fais pas pas de repère chronologique parce qu'on n'a pas trop le temps. Juste vous dire que l'usage de l'anthropomorphisme en bande dessinée, elle n'a pas fini de nous étonner. Il y en a eu beaucoup, mais elle n'a pas fini de nous étonner. Et ça peut prendre des formes diverses, à en juger d'ailleurs le dernier Fauve d'or d'Angoulême, qui là, la couleur des choses, les personnages, c'est des ronds. Donc là, c'est aller quand même encore un peu plus loin dans l'anthropomorphisme et personnaliser des personnages en rond. Voilà. Alors maintenant, je laisse la parole. Vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit ? Parfait. Globalement, oui. Alors on va laisser la parole à... Émilie ? Non. Non, c'est Françoise. Françoise. Non, Et puis, c'est Françoise. pas Émilie, C'était David, c'est Noémie. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Françoise, pour commencer, pardon. Oui, Ah, j'étais donc je absorbée commence. par ce que tu disais. Ah, voilà. Donc sur l'anthropomorphisme, moi ça m'a bien fait plaisir parce que ça me donne l'occasion de parler d'une bande dessinée dont je suis fanatique qui s'appelle Les enquêtes de l'inspecteur Canardo, qui a été rédigée par Sokal. Donc c'est... Voilà, non seulement il y a des animaux, mais en plus il a attribué des pensées humaines à des animaux, et tous les personnages sont des animaux humanifiés et qui nous font vivre toutes les passions humaines. Tu disais effectivement que ça mettait à distance, mais là moi j'avais pas l'impression d'être à distance des animaux, je retrouvais complètement les humains que nous sommes. Alors là où il y a les Luron, Pif, Mickey, en temps-plan, Jimmy Garfield pensent, réfléchissent, avec tout le respect que je leur dois, hein, ça n'a rien, il n'y a pas de comparaison. Les personnages de Canardo vivent les plus grandes et les pires heures et les émotions de nos vies d'humains. Canardo, c'est un inspecteur de films noirs, qui est cynique, imbibé, j'ai vu l'adjectif là, ça m'avait bien plu, indolent, capable de grandeur d'âme comme de lâcheté. Il a un amour impossible qui s'appelle Clara Dovna, la cigogne vénale et manipulatrice, mais sexuée à outrance. Alors là, il y a porteuse de perles, de fourrure, de fume-cigarette, allant où son intérêt va, mais qui est amoureuse de Canardo, un amour impossible évidemment entre les deux. Les autres personnages sont tous inadaptés, marginaux, perdants, désemparés, mais toujours touchants, c'est toujours émouvant, moi je trouve Canardo. Aussi fou que ceux de Shakespeare, on retrouve du Shakespeare. Aussi abominable que les médecins des camps de concentration, il y a vraiment des fois de l'abomination dans cette bande dessinée. Candide ou idéaliste jusqu'à la mort, les femmes sont prostituées et délicates comme dans Corto Maltese, sachez quand même, je rappelle que j'ai épousé Corto Maltese dans une bande dessinée. Canardo, c'est un personnage multiface. On dit de lui qu'il peut séduire une comtesse, mais qui ne toucherait pas à une vierge. Et effectivement, c'est un peu l'ambiguïté du personnage, capable de tout et de son contraire. Son pire ennemi s'appelle Rasputin. Pas de commentaire. C'est un chat tyran machiavélique et sanguinaire, mais c'est pareil qui est aussi émouvant de par son histoire. Les scènes évoquent alors l'Amérique du Sud, les steppes de Sibérie, les bordels m'affamés. Les enquêtes naissent de faits divers, comme dans le polar Le Poulpe. Moi, je suis assez fan de polar. Ou alors d'une commande. Et c'est le cas d'une BD, alors la plus belle de la BD des séries, qui est là d'ailleurs. Non, c'est pas celle-là. La mer jaune. C'est la mer jaune. Alors, Totalement d'accord avec toi. la mer jaune, c'est Les extraordinaire. oiseaux blancs. Les oiseaux blancs, moi d'Amazon. je le lis et le relis. C'est un avis souvent partagé que j'avais écrit et que je constate qu'effectivement Francine partage aussi. En pleine guerre civile, entre des généraux qui s'entretuent pour un pouvoir totalitaire, c'est ambiance Tintin chez les Picaros, mais en plus sordide. Canardo doit rapatrier en Europe un vieux fou universitaire plongé dans l'alcool et les prostituées et omnibulé par une quête, justement, les grands oiseaux blancs légendaires et mythiques qui vivent au cœur de la jungle. Il y a tout dans cet album. Il y a la religion et ses exactions, les compromissions avec le pouvoir, la crédulité, l'innocence et l'instinct de survie mêlé à toute crainte d'une jeune fille, d'une jeune adolescente et la majesté des oiseaux blancs qui sont finalement découverts. La mer jaune a été traduite, j'en ai parlé avec Olivier d'ailleurs, même si les histoires sont assez éloignées l'une de l'autre. Elle a été traduite en jeu vidéo et elle a eu d'ailleurs un assez beau succès puisque toi-même tu y as joué. Ah, moi aussi. Toi aussi ? Qu'est-ce que j'ai fait comme Dans nos partie jeunes années. Moi, je dois être vieille d'emblée parce que je n'ai jamais joué à ça. Alors, les planches sont pleines de détails. Alors, les visages transpirent l'émotion évoquée. On se laisse happer par l'histoire sans oublier qu'on a en face de nous un chien, une cigogne. Voilà, on n'oublie pas qu'on a en face de nous ces animaux. On disait des fois qu'on met à distance. Non, à chaque fois, on voit bien une cigogne avec un fume-cigarette. Il y a une chatte dans la marque de Rasputin là, qui est belle, mais on voit bien que c'est un chat quand même. Un canard, et ce malgré la noirceur et les morts. Donc c'est un vrai polar qui est digne de William Tennessee. Moi, j'adore Tennessee, Léo Mallet.
que chacun de ces albums. C'est pour moi une collection extraordinaire que je lis et que je relis à l'envi et que j'espère à l'infini d'ailleurs, j'arrêterai pas. On pourrait citer Black Sabbath, pardon, oui, c'est ça que tu m'as fait, voilà. Mais Canardo, c'est Canardo, et moi, je préfère. Donc, il y a entre 24 et 28 albums. Si vous en lisez un par mois, ça vous fera 2 années de bonheur. Ne résistez pas, allez-y, plongez-vous-y. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci Françoise. Le son des bulles sur RCN. Alors, encore donc, 2 chroniques. 2 chroniques. Donc, Ok. vous Alors, avez c'est le... Noémie. Ah, Noémie. Noémie. Ouais. On commence par Noémie, d'accord. Non, on commence par. Non, par moi, Oui. par David. Allez, Alors, Ouais. on est dans le rouge. on est dans le rouge. On est dans le rouge. Alors, Donc, Noémie, toi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de Rocket Raccoon, donc, qui est un personnage de Marvel. Voilà, comme on a apporté des petites figurines, effectivement, qui représentent le personnage en question. Donc, dans la lignée des grandes figures de l'anthropomorphisme, bien des siècles après Ésope et ses fables, repris par Jean de La Fontaine dans ses œuvres éponymes, on retrouve un nom qui n'est pas inconnu à l'oreille de nombreux adeptes de comics, et plus précisément donc de Marvel, c'est-à-dire Rocket Raccoon, un super-héros raton laveur d'origine extraterrestre. En effet, celui-ci est d'apparence en tout point semblable à l'animal terrestre, sauf qu'il se déplace sur ses 2 pattes arrière et qu'il parle, et surtout qu'il jure comme un charretier, malheureusement. C'est également un pilote accompli et un excellent tireur, portant toujours sur lui 2 pistolets laser avec un penchant assez prononcé pour les armes lourdes également. Nous sommes bien loin de l'image du naïf corbeau, avec en son bec un fromage, ou du rusé renard flatteur et manipulateur. Le personnage est apparu pour la première fois en 1976 dans le numéro 7 du magazine Marvel Preview, qui raconte des histoires indépendantes, sous la plume du scénariste Bill Mantlo et du dessinateur Keith Giffen. Il se fait d'abord connaître sous le nom de Rocky, qui s'inspire de la chanson des Beatles Rocky Raccoon, racontant l'histoire d'un cow-boy en quête de vengeance après s'être fait voler sa petite amie, ce qui n'est pas sans rappeler le caractère bien trempé de notre super-héros. Malheureusement, il ne réapparaîtra que quelques années plus tard, le chapitre où il se trouvait ayant été définitivement supprimé pour le reste des magazines. Le lecteur retrouvera l'animal dans le numéro 271 de The Incredible Hulk, où l'on apprend que Rocky est un diminutif de Rocket. C'est à partir de là que ses créateurs lui donnent une origine et tissent un univers autour de lui. Il est originaire de la planète Half-World, une colonie abandonnée où sont enfermés des déficients mentaux, et il en est l'un des gardiens, modifié génétiquement pour ce faire. Pendant de longues années, il tient le rôle de chef de la sécurité et garde précieusement le Keystone Quadrant, une zone coupée de l'univers par un mur galactique. En parallèle, il est capitaine du vaisseau Rock and Rin et il est accompagné d'un morse parlant nommé Walrus. Alors Walrus qui signifie morse en anglais, Wal le prénom, Rus le nom de famille, et ce qui donne en français lemme plus loin horse pour la traduction. Je trouvais ça rigolo. Donc par la suite, son vaisseau est détruit lors d'une guerre au sein du demi-monde et il se retrouve captif du Stranger, c'est-à-dire l'étranger en français, un extraterrestre qui possède un monde laboratoire d'où il étudie des œuvres d'origine diverses. Il parvient à s'enfuir et Rocket Raccoon poursuit ses aventures. C'est lors de l'un de ses nombreux périples qu'il s'allie avec le fameux arbre humanoïde Groot. Voilà, qui ne s'exprime qu'à travers les mots « Je s'appelle Groot », effectivement, et qui deviendra même son ami au fil du temps. Son épopée solitaire, ou du moins en duo, s'arrête lorsqu'il fait la connaissance de Star-Lord, qui lui demande de rejoindre son équipe, les Gardiens de la Galaxie. C'est d'ailleurs la seconde qui voit le jour, l'original ne comportant pas les membres que l'on connaît à travers les films. Vous savez désormais tout de ce raton laveur bagarreur et provocateur, alors êtes-vous prêt à embarquer avec lui et les autres gardiens pour sauver la galaxie ? Oh oui, Oui, tout à fait. On y va. Hein. Moi, j'ai du boulot. C'est vrai qu'il y a du boulot. J'ai la carte de la galaxie à faire. Voilà. Donc maintenant, il nous reste quelques minutes. Allez. David, tu vois le chronomètre ? Je ne vois pas le chronomètre. Il est là, Jusqu'à affiché. 55. Oh, purée, Jusqu'à tu as 3 55. minutes Allez. pour sauver le monde. Voilà. Moi j'ai parlé de Howard the Duck, donc je dédie cette chronique particulière à Florent, mon copain scénariste, qui sait que mon affection particulière pour les canards. Alors Howard le canard est un personnage secondaire de l'univers Marvel, son aspect, son caractère le rend difficilement utilisable, ou alors dans une parodie. Oh, rien à voir avec Donald ou Daffy Duck. Hein. Howard le canard est un personnage créé par Steve Gerber, Val Maverick, et fait son apparition dans Book Adventure Into Fear numéro 19 en 73, chez Marvel Comics. En 86, il verra une adaptation de Howard le canard, une nouvelle race de héros, qui ne laissera pas un grand souvenir dans les cahiers du cinéma. Steve Gerber n'en acceptera d'ailleurs même pas la paternité, tellement c'est nul. 21 millions de dollars, ça coûte cher.
Howard est un canard d'une réalité alternative dans laquelle il est, à l'échelle de l'évolution, on a choisi le canard comme espèce dominante. Howard est le premier-né d'une couvée, mais a un poil dans la main. Toutefois, c'est une sorte de baroudeur autodidacte, babysitter, taxi driver, catcheur, avocat, plongeur de restaurant. Dans son univers 607, et oui, dans Marvel, il y a des univers multiverses. Sa vie change quand le démon Doglife veut réunir les différents univers afin de les contrôler tous. Howard se retrouve alors projeté dans l'univers 616, celui de nos héros Avengers. Hein, vous suivez ? Ça va jusque-là ? Sur place, il rencontre une fille, Beverly, avec qui il a une relation amicale. Plus. C'est affinité. Alors c'est pour là on disait que les animaux et les humains, il faut imaginer des trucs. On retrouve Howard dans des team-up. Alors ce qu'on appelle les team-up, c'est des associations temporaires de super-héros. Alors avec Spider-Man, avec Hulk, avec des équipes de super-héros, les Avengers, Doctor Strange, etc. Marvel ne sait pas trop quoi faire de ce personnage What the Duck. Excusez-moi. Même dans Civil War, alors qu'il désire se faire recenser comme tous les autres super-héros, l'administration préfère de lui déclarer officiellement qu'il n'existe pas. On le retrouve également en caméo dans les objets du collectionneur, hein, pour dire que c'est un objet de collection dans les Gardiens de la Galaxie. En petit caméo, il est en train de fumer un cigare. Normal. En 79, là il y a un souci. En 79, Howard le Duck est un peu reformaté pour un public plus mature. Entendez ce que vous voulez par là. Howard se balade un peu la plume à l'air, on va dire. Comme on dit, c'est un personnage. Bon, Disney fait un procès à Marvel parce que Howard the Duck ressemble quand même vachement à Donald the Duck. Alors on l'oblige à porter un pantalon, bien sûr, et pour éviter de le confondre avec un autre célèbre canard, on lui rajoute un cigare. Oui, normal. Steve Gerber est un peu taquin. Il envoie Howard essayer chez Wally Sidney, un cartooniste raté reconverti en vendeur de fringues. Un costume de marin, non, ça marche pas. Une redingote, bon, ça marche pas non plus. Du coup, il opte pour la version normale de son costume qu'on lui connaît. Aujourd'hui, d'ailleurs, Disney, c'est Marvel. Donc, à quand un petit crossover Howard-Donald On ne sait pas. Hein. Analyse du personnage. Howard n'a pas vraiment de pouvoir, mais comme à l'époque, c'est un personnage parodique, hein, un canard qui parle. C'est un autodidacte cultivé capable de sortir des citations de Camus. Et des gueules. Quand même. Ah oui. Alors, je vous étonne, mais Steve Gerber a pris comme base de création L'étranger de Camus. Et oui. On retrouve cette idée de l'absurde dans le personnage d'Howard. Les moments les plus intéressants ou les plus bêtes de la vie sont finalement parfois les mêmes. C'est juste une histoire de point de vue. Ces ennemis sont dans la démesure du vieux héros. Hein. On rencontre des ennemis comme le Dr Reich, le dentiste d'Hitler, Space Turnip, un homme possédé par un esprit d'un navet, ou alors Elko, une vache mordue par Dracula. Bref. Voilà, donc je finirai sur ces petits conseils de lecture. Il n'y en a aucun. Parce que, le seul one-shot que je propose, c'est Lobo the Duck. Qui est une espèce d'amalgame de DC Comics avec Marvel, qui était très drôle à l'époque. Voilà. Super. Bon, on est arrivé au bout de l'émission. Rapidement, on conclut. Merci Thierry, parce que c'était très intéressant. On vous donne rendez-vous sur la page Facebook du Son des Bulles. Et on vous souhaite un bon week-end de lecture. Au salon d'ailleurs. Un week-end au Palais du Gouvernement. Au revoir. Au revoir. Salut. RCN, www.rcn-radio.org